Si tu penses que le Sagittaire est simplement ce signe aventureux et optimiste qui aime voyager, tu ne vois que la surface de quelque chose de si étrange et existentiellement fragmenté que ça défie toute compréhension normale de ce que signifie être humain. Le Sagittaire opère depuis une dimension de réalité où rester au même endroit, physiquement ou mentalement, équivaut à la mort, où chaque engagement est une cage terrifiante, où la vérité brutale est plus importante que n'importe quelle relation ou sentiment. C'est le signe qui peut te dire les choses les plus blessantes avec un sourire, qui peut abandonner une vie entière du jour au lendemain sans regarder en arrière, qui court perpétuellement vers un horizon qui recule toujours. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi le Sagittaire est probablement le signe le plus mal compris et émotionnellement détaché de tout le zodiaque. Et je te préviens, une fois que tu comprendras sa vraie nature, tu ne pourras plus jamais voir un Sagittaire comme cet aventurier insouciant que tu croyais connaître. La vérité, c'est que le Sagittaire ne peut pas s'arrêter de bouger parce qu'il fuit quelque chose de terrifiant en lui-même. Sa conscience fonctionne comme un animal sauvage, en migration perpétuelle, incapable de rester immobile parce que l'immobilité signifie affronter le vide existentiel qu'il porte au centre de son être. Son système nerveux est littéralement câblé pour l'expansion constante, pour toujours chercher plus, ailleurs, autre chose, parce que ce qui est ici et maintenant n'est jamais assez et ne sera jamais assez. Pendant que d'autres signes peuvent trouver la paix dans la stabilité, le Sagittaire s'effondre dans la claustrophobie existentielle quand les murs commencent à se refermer. Si tu aimes ce que tu découvres, mets un like à cette vidéo et abonne-toi pour ne pas manquer les secrets des autres signes. Maintenant oui, prépare-toi parce que ça va complètement changer ce que tu croyais savoir sur le Sagittaire. Le Sagittaire possède une incapacité pathologique à s'engager dans quoi que ce soit, ou qui que ce soit, de façon durable. Ce n'est pas simple désir de liberté ou peur de la monotonie. C'est terreur viscérale que l'engagement représente une mort de toutes les possibilités alternatives. Un enfermement dans une seule version de la réalité alors qu'il y a des millions d'autres versions qu'il pourrait vivre. Chaque engagement est sacrifice de tous les chemins non pris. Et cette perte lui est littéralement insupportable. Cette phobie de l'engagement signifie qu'il sabote systématiquement toute relation ou situation qui commence à devenir sérieuse ou stable. Juste quand les choses s'approfondissent, juste quand la vraie intimité devient possible, il trouve une raison pour fuir. Cette fuite n'est pas toujours physique, parfois c'est émotionnel, se détachant psychologiquement tout en restant physiquement présent, créant une distance qui rend impossible la vraie connexion. Ce qui rend cette incapacité particulièrement destructrice, c'est qu'il est souvent complètement inconscient de son propre pattern. Il croit sincèrement qu'il veut des relations profondes, un foyer stable, des racines, mais chaque fois qu'il est sur le point de les avoir, quelque chose en lui panique et trouve des justifications élaborées pour pourquoi cette situation particulière n'est pas la bonne. Il ne réalise jamais que le problème n'est pas les circonstances externes, mais sa propre incapacité interne à s'ancrer. Le plus frustrant pour ceux qui l'aiment, c'est qu'il peut être incroyablement engagé et présent au début, créant l'illusion qu'il est capable de profondeur et de stabilité. Mais cette intensité initiale n'est pas authenticité. C'est l'excitation de la nouveauté et de la possibilité. Une fois que la réalité s'installe et que la relation devient travail plutôt que aventure, il disparaît émotionnellement ou littéralement. Leur honnêteté brutale n'est pas courage moral ou valeur admirable. Cette arme qu'ils utilisent pour maintenir une distance émotionnelle et éviter la vraie intimité. En disant les vérités les plus blessantes sans filtre ou compassion, ils créent un environnement où personne ne peut vraiment se rapprocher d'eux parce que tout le monde est constamment sur la défensive, attendant la prochaine observation cruelle, déguisée en honnêteté. Cette brutalité vient d'une incapacité à comprendre ou à valoriser les sentiments des autres. Ils sont tellement détachés de leur propre vie émotionnelle qu'ils ne peuvent pas concevoir que les mots puissent vraiment blesser.
Pour eux, la vérité est toujours plus importante que les sentiments, une philosophie qui leur permet de justifier n'importe quelle cruauté comme vertu intellectuelle. Ce qui rend cette honnêteté particulièrement hypocrite, c'est qu'elle est incroyablement sélective. Ils n'hésiteront pas à pointer tous les défauts des autres avec une précision chirurgicale, mais ils deviennent défensifs et en colère quand quelqu'un ose leur retourner la même honnêteté. Leur philosophie de vérité brutale s'applique uniquement quand ils sont ceux qui la distribuent, jamais quand ils doivent la recevoir. Leur tactlessness détruit systématiquement leurs relations. Ils peuvent ruiner des amitiés de décennies, des relations familiales, des partenariats romantiques avec des commentaires insensibles qu'ils considèrent comme simplement être directs et honnêtes. Ils ne comprennent pas que la vérité sans compassion est simplement cruauté, et que parfois le silence ou la diplomatie sont plus honnêtes que la brutalité qui prétend être franchise. Le paradoxe, c'est que malgré toute cette prétendue honnêteté, ils sont souvent profondément malhonnêtes avec eux-mêmes. Ils ne peuvent pas voir leurs propres patterns de fuite et d'évitement, leurs propres limitations et peurs. Cette cécité auto-imposée signifie que toute leur philosophie d'honnêteté est construite sur une fondation de déni massif. Leur optimisme n'est pas attitude positive saine, mais déni pathologique de la réalité et refus d'affronter les problèmes réels. Ils croient que tout va s'arranger magiquement sans effort ou planification réelle, que l'univers va simplement leur fournir ce dont ils ont besoin. Cette pensée magique les empêche de prendre la responsabilité nécessaire pour créer la vie qu'ils prétendent vouloir. Cet optimisme irréaliste les conduit à des désastres financiers et pratiques constants. Ils font des paris risqués, prennent des décisions impulsives basées sur des pressentiments plutôt que sur la logique et s'attendent à ce que tout fonctionne simplement parce qu'ils y croient fort. Quand les choses s'effondrent inévitablement, ils sont choqués, comme si leur foi aurait dû suffire à altérer la réalité. Ce qui aggrave cette dynamique, c'est leur refus d'apprendre de leurs erreurs. Chaque désastre est traité comme un accident malheureux plutôt que comme la conséquence prévisible de leur manque de planification et de leur pensée magique. Donc ils répètent les mêmes patterns encore et encore, chaque fois surpris par les mêmes résultats catastrophiques. Leur optimisme devient aussi manipulation émotionnelle. Quand les autres expriment des préoccupations légitimes sur leurs plans irréalistes, ils accusent ces personnes d'être négatives, pessimistes, de ne pas avoir de vision. Cette invalidation des préoccupations raisonnables leur permet de continuer leur comportement destructif tout en faisant sentir aux autres qu'ils sont le problème. Le plus dangereux, c'est que leur optimisme toxique les rend incapables de soutenir les autres dans les moments difficiles. Quand quelqu'un qu'ils aiment souffre, ils ne peuvent pas simplement être présents avec cette douleur. Ils doivent immédiatement la minimiser, trouver le côté positif, encourager la personne à passer à autre chose. Cette incapacité à tenir l'espace pour la souffrance réelle crée une isolation profonde pour ceux qui ont besoin de leur soutien. Leur besoin obsessionnel de liberté cache une incapacité profonde à construire quoi que ce soit de durable ou significatif. Ils confondent la liberté avec l'absence de responsabilité, l'aventure avec la fuite, l'expansion avec l'évitement. Cette confusion les condamne à une existence superficielle où ils collectionnent des expériences sans jamais vraiment s'engager dans aucune. Cette obsession de liberté signifie qu'ils résistent à toute forme de structure, de routine ou de responsabilité comme si c'était de l'oppression. Ils ne peuvent pas tenir un emploi stable, maintenir une maison organisée ou respecter des engagements basiques parce que toutes ces choses leur semblent être des chaînes qui limitent leur esprit libre. Cette résistance à la structure adulte les garde dans un état d'adolescence perpétuelle. Ce qui est ironique, c'est que cette liberté qu'ils poursuivent si désespérément ne leur apporte jamais la satisfaction qu'ils recherchent. Ils sont libres de toute contrainte, mais aussi libres de tout sens et de toute profondeur. Leur vie devient collection de moments déconnectés, sans narrative cohérente, sans croissance réelle, sans rien qui dure,
ou qui comptent vraiment. Leur fuite constante signifie aussi qu'ils ne sont jamais vraiment présents, nulle part. Même quand ils sont physiquement dans un endroit, mentalement ils sont déjà en train de planifier la prochaine destination, la prochaine aventure, la prochaine évasion. Cette absence chronique les empêche d'avoir des expériences profondes, même dans les endroits exotiques qu'ils visitent. Le paradoxe, c'est que toute cette poursuite de liberté les emprisonne dans un pattern de fuite perpétuelle. Ils sont esclaves de leurs besoins de mouvement, incapables de s'arrêter même quand ils le veulent. Leur liberté devient la cage la plus restrictive de toutes, parce qu'elle ne leur permet jamais de choisir la stabilité ou l'enracinement. Leur arrogance intellectuelle est vraiment insupportable. Ils croient qu'ils ont une compréhension supérieure de la vie, de la philosophie, de la vérité, basée uniquement sur le fait qu'ils ont voyagé ou lu quelques livres. Cette conviction non fondée de leur propre sagesse les rend incapables d'apprendre vraiment de qui que ce soit parce qu'ils croient déjà tout savoir. Cette arrogance se manifeste comme condescendance constante envers ceux qui n'ont pas leur expérience ou leur perspective. Ils traitent les gens qui vivent des vies plus conventionnelles comme s'ils étaient moins évolués, moins éclairés, prisonniers de leur vie petite et limitée. Cette supériorité morale est basée sur rien d'autre que leurs propres insécurités projetées. Ce qui rend leur arrogance particulièrement frustrante, c'est qu'elle est combinée avec une superficialité profonde. Ils peuvent avoir visité 50 pays, mais ne rien comprendre vraiment à aucune culture. Ils peuvent avoir lu 100 livres de philosophie, mais n'avoir aucune sagesse pratique réelle. Leur accumulation d'expériences est large, mais incroyablement peu profonde. Leur tendance à philosophiser surtout devient forme d'évitement émotionnel. Plutôt que de gérer leurs problèmes concrets ou leurs émotions réelles, ils les transforment en discussions abstraites sur le sens de la vie. Cette intellectualisation les protège d'avoir à faire le travail difficile de vraiment changer ou grandir. Le plus agaçant, c'est leur habitude de donner des conseils non sollicités basés sur leur prétendue sagesse supérieure. Ils croient que parce qu'ils ont vécu différemment, ils ont les réponses pour tout le monde. Cette présomption que leur chemin est le bon chemin révèle un manque total de compréhension de la diversité de l'expérience humaine. Leur impulsivité destructrice les conduit à prendre des décisions massives qui changent la vie sans aucune considération réelle des conséquences. Ils peuvent quitter un emploi, terminer une relation, déménager dans un autre pays, sur un coup de tête, guidés uniquement par un sentiment momentané que quelque chose de nouveau serait excitant. Cette impulsivité crée un chaos constant dans leur vie et dans les vies de ceux qui les entourent. Cette impulsivité vient d'une intolérance totale à l'ennui ou à l'inconfort. Le moment où la vie devient prévisible ou difficile, ils ont besoin de créer un changement dramatique pour générer de la stimulation. Cette addiction à la nouveauté signifie qu'ils ne développent jamais la tolérance nécessaire pour traverser les parties difficiles qui mènent à la vraie croissance. Ce qui rend leur impulsivité particulièrement destructrice pour les autres, c'est qu'ils entraînent souvent les gens dans leurs plans grandioses, puis les abandonnent quand la réalité ne correspond pas à la fantaisie. Ils peuvent convaincre quelqu'un de quitter son travail pour partir en aventure ensemble, puis disparaître 3 mois plus tard, laissant l'autre personne dans le chaos. Leur incapacité à voir les conséquences à long terme de leurs actions vient d'une orientation temporelle complètement focalisée sur le présent et le futur imaginé. Le passé n'existe pas vraiment pour eux, ils ne voient pas les patterns, et le futur réel, avec ses responsabilités et ses conséquences, leur semble trop lointain et abstrait pour être pertinent. Le paradoxe, c'est que toute cette impulsivité qu'ils célèbrent comme spontanéité et joie de vivre est en réalité fuite constante de la responsabilité adulte. Ils restent perpétuellement dans un état d'adolescence où ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans considération pour les autres ou pour leur propre bien-être à long terme. Leur expertise superficielle sur tout les rend insupportables dans les conversations.
Ils ont visité un pays pendant 2 semaines, et maintenant ils sont experts de cette culture. Ils ont lu un livre sur un sujet, et maintenant ils vont te corriger si tu en parles. Cette collection de connaissances superficielles, déguisées en expertise approfondie, révèle leur besoin de toujours être l'autorité sur tout. Cette superficialité s'étend aussi à leurs relations. Ils peuvent avoir des centaines d'amis superficiels à travers le monde, mais aucune amitié vraiment profonde, parce que la profondeur requiert la présence et la consistance qu'ils sont incapables de fournir. Leurs relations sont larges, mais incroyablement peu profondes, collection de connexions éphémères plutôt que de liens durables. Ce qui est ironique, c'est que malgré toute leur prétendue ouverture d'esprit et leur exposition à différentes cultures et idées, ils sont souvent remarquablement fermés et dogmatiques dans leurs propres croyances. Ils ont décidé quelle est la bonne façon de vivre, et ils jugent impitoyablement quiconque fait des choix différents. Leur tendance à exagérer et à embellir leurs histoires révèle un besoin profond d'être perçus comme extraordinaires. Chaque anecdote devient épique. Chaque expérience devient la plus incroyable chose qui soit jamais arrivée. Cette exagération constante rend difficile de savoir ce qui est réel dans ce qu'ils racontent et transforme leurs histoires en performances plutôt qu'en partages authentiques. Le plus frustrant, c'est qu'ils ne voient pas cette exagération comme mensonge. Pour eux, ils améliorent simplement la vérité pour la rendre plus intéressante, ne réalisant pas que cette amélioration constante détruit leur crédibilité et empêche les connexions authentiques basées sur la réalité partagée. Leur intolérance à la vie quotidienne et aux responsabilités basiques révèle une immaturité profonde. Ils ne peuvent pas gérer les aspects banals, mais nécessaires de l'existence adulte, payer les factures, faire les courses, maintenir une maison, tenir des engagements. Ces tâches leur semblent être en dessous d'eux, indignes de leur esprit libre et aventureux. Cette immaturité signifie qu'ils dépendent souvent des autres pour gérer les aspects pratiques de la vie pendant qu'ils poursuivent leur grande vision et aventure. Ils trouvent toujours quelqu'un pour les ancrer, pour gérer la logistique, pour nettoyer leurs désastres, leur permettant de maintenir l'illusion qu'ils sont libres et sans contrainte, alors qu'en réalité, ils sont dépendants de la responsabilité des autres. Ce qui rend cette dynamique particulièrement toxique, c'est qu'ils ne reconnaissent jamais cette dépendance. Ils se voient comme autonomes et libres, alors qu'ils exploitent systématiquement la bonne volonté et le travail des personnes plus responsables autour d'eux. Cette exploitation inconsciente détruit les relations tout en leur permettant de maintenir leur image de soi grandiose. Leur difficulté avec l'intimité émotionnelle réelle vient d'une terreur profonde d'être vraiment connus. Derrière toute leur extraversion et leur sociabilité se cache une personne qui ne veut pas que quelqu'un voie réellement qui ils sont, parce qu'ils ont peur que leur vrai soi soit décevant, ordinaire, pas à la hauteur de l'image grandiose qu'ils projettent. Cette peur de l'intimité les condamne à une solitude profonde, même au milieu de toutes leurs aventures et connexions superficielles. Ils peuvent être entourés de gens tout le temps, mais se sentir complètement seuls, parce que personne ne les connaît vraiment, et ils ne permettent à personne de les connaître. Leur étrangeté finale est qu'ils existent comme flèches perpétuellement en vol, jamais atteignant leur cible, jamais s'arrêtant, toujours en mouvement vers quelque chose qu'ils ne peuvent jamais vraiment définir. Ils sont les éternels chercheurs qui ne trouvent jamais, parce que ce qu'ils cherchent vraiment n'est pas quelque part là-bas, mais en eux-mêmes, dans les profondeurs qu'ils refusent d'explorer. Leur fonction cosmique n'est pas de trouver la vérité ou la liberté, mais de nous montrer les dangers de la fuite perpétuelle. Ils sont avertissements vivants sur ce qui arrive quand on confond mouvement avec progrès, expérience avec sagesse, liberté avec évitement de la responsabilité. Leur souffrance vient d'être piégée dans une fuite sans fin d'eux-mêmes. Plus ils courent, plus ils restent exactement au même endroit intérieurement. Toutes leurs aventures et expériences ne les changent jamais vraiment, parce qu'ils ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour intégrer et apprendre. Dans le vaste théâtre cosmique du zodiaque,
le Sagittaire émerge comme le plus fragmenté et dispersé, un signe si étrange qu'il défie toute tentative de le contenir ou de le définir. Son étrangeté n'est pas d'être aventureux ou optimiste, mais d'exister dans une fuite perpétuelle de la profondeur et de l'engagement authentique. Peut-être que le plus tragique du Sagittaire est que sa quête de sens et de vérité pourrait être noble si seulement il pouvait s'arrêter assez longtemps pour vraiment trouver quelque chose. Son désir d'expansion et d'expérience est valide, mais pas au prix de tout ancrage et de toute profondeur réelle. Son étrangeté est son avertissement au monde. Pendant que d'autres signes luttent avec différentes formes de limitation, le Sagittaire nous montre que trop de liberté sans structure est sa propre forme d'emprisonnement, que l'expansion sans profondeur est vide. Ce sont les explorateurs qui nous montrent de nouveaux horizons, les philosophes qui questionnent les conventions, les aventuriers qui nous rappellent qu'il y a toujours plus à découvrir. Mais peut-être que leur vraie fonction est de nous enseigner que la vraie liberté vient de la capacité de choisir l'engagement, que la vraie aventure est dans la profondeur plutôt que dans la largeur. Maintenant que tu connais ces secrets sur la vraie nature du Sagittaire, tu penses toujours qu'il est juste aventureux et optimiste? Si tu es Sagittaire, partage cette vidéo pour que les autres comprennent enfin que ta liberté cache une fuite. Et si tu connais un Sagittaire, dis-moi en commentaire laquelle de ces caractéristiques t'a le plus surpris. Abonne-toi et active la cloche, parce que chaque signe cache des étrangetés qui vont bien au-delà de ce qu'on croit savoir sur l'astrologie. Mets un like si maintenant tu comprends pourquoi le Sagittaire est bien plus complexe et fragmenté que tu ne l'avais jamais imaginé.